Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de votre journal, le voyage du pape sur l'île de Lesbos en Grèce qui aura lieu samedi, une visite humanitaire et œcuménique symboliquement forte pour alerter sur le sort des migrants. Le pape François a nommé aujourd'hui Monseigneur Bernard Lacombe, évêque auxiliaire de Bordeaux. Nous entendrons sa première réaction dans ce journal. Et puis une rencontre avec Marie-Joëlle Guillaume, la lauréate du Grand Prix catholique de littérature avec son livre Vincent de Paul, un saint au grand siècle. Ces derniers jours, le mouvement Nuit debout continue de rassembler des centaines de personnes dans toute la France. Certains ont aussi en tête le mouvement des veilleurs. Alors que penser de ce nouveau mode d'action ? Que nous dit-il ? On en parle dans quelques instants avec vous, Louis Dauphren, rédacteur en chef à Radio Notre-Dame. Bonsoir Louis. Bonsoir. Et vous, Benoît Fidelin, rédacteur en chef à Pèlerin. Bonsoir Benoît. Bonsoir. À tout à l'heure. Samedi, le pape François se rendra donc sur l'île grecque de Lesbos, une visite humanitaire et œcuménique pour dénoncer le drame des migrants. Ce 13e déplacement du pape ne durera que quelques heures. Le Saint-Père visitera un camp de réfugiés et récitera une prière en mémoire des victimes de migration. Hier, lors de l'audience générale, il a demandé aux fidèles de prier pour lui lors de son voyage et a exprimé sa solidarité tant aux réfugiés qu'au peuple grec. Depuis le début de la crise l'an dernier, Caritas Grèce est en première ligne dans le pays pour accueillir et venir en aide aux migrants. Je vous propose d'écouter maintenant le témoignage du président de Caritas Athènes qui revient sur la situation sur place. Ils arrivent ici, ils ne savent pas où ils sont, quoi faire, quels sont leurs droits. Donc chaque jour, nous devons aller dans le square d'à côté, y trouver les familles et tenter de les persuader de quitter les passeurs pour venir chez nous. Au moins, ils y trouvent un environnement chaleureux, des personnes pour les conseiller, quelqu'un pour prendre soin d'eux s'ils sont malades. Je pense que c'est la chose la plus importante, d'intégrer ces gens car ils ont tout perdu. Si vous regardez ces dessins d'enfants, bien qu'il y ait des couleurs, ils dessinent leur maison en noir. Ça veut dire qu'ils ont vu leur maison brûler. Nous entendons tellement d'histoires. J'ai longtemps travaillé comme cadre supérieur dans différentes multinationales. Je vous avoue que le budget de tout le programme, quand j'ai commencé ici, correspondait à mon salaire annuel. Désolé. J'ai été gâté. Je crois que la chose la plus importante est de ressentir de l'amour pour autrui. Si l'on peut mettre de côté son égoïsme et son individualisme et voir l'amour et le service des autres, comme le pape le dit, cela permet une meilleure vie pour chacun. Aujourd'hui, plus de 4000 réfugiés attendent sur l'île de Lesbos. Caritas s'occupe particulièrement des personnes les plus vulnérables, comme les femmes enceintes et les enfants. Avec un lieu d'accueil qui compte 220 lits et 88 chambres, nous avons joint l'une des responsables de Caritas sur l'île qui nous a fait part des attentes des réfugiés avant cette visite. Je crois que tout le monde croit que l'arrivée du pape est vraiment très importante pour pouvoir résoudre cette crise. On comprend bien qu'on peut faire face à cette crise humaine seulement avec la collaboration de toutes les forces et en surmontant les barrières dogmatiques et bien politiques. On sait bien aussi que le Saint-Père est le Père de solidarité, bien sûr. Au-dessus des barrières religieuses, je vois que les réfugiés sont très très heureux que le pape a visité Lesbos. On vient de l'entendre, cette visite œcuménique est vécue comme un geste fort. Le pape fera en effet son voyage avec le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée, et le primat de l'Église orthodoxe de Grèce, l'archevêque Jérôme. C'est pour le père Dali un signal envoyé à toute la communauté européenne, le père Dali qui est le secrétaire général de la Comessée. On l'écoute. C'est extraordinaire dans le sens que c'est le pape et le patriarche de Constantinople sur le territoire de l'Église orthodoxe. Ça, c'est déjà symboliquement très important.
étant donné la sensibilité des rapports œcuméniques entre les églises de l'Ouest et de l'Est, c'est déjà extraordinaire. Et c'est aussi une dimension humanitaire qui est très importante, parce que tout d'abord, il va pour rencontrer des gens qui ont perdu presque tout, sauf leur vie. Et pour donner sa solidarité à ceux qui, généreusement, y compris beaucoup de fonctionnaires de l'Europe, qui vont là pour aider ou mettre en ordre la politique de la migration, pour leur dire, vous faites un excellent travail, mais faites-le en respectant absolument à tout moment la dignité humaine. Bien sûr, toute l'équipe de KTO se mobilise pour vous faire vivre en direct ce voyage à partir de 10h30 samedi. Puis ces derniers jours, le Vatican a aussi confirmé les prochains voyages du pape en Arménie du 24 au 26 juin prochain et en Géorgie et en Azerbaïdjan du 30 septembre au 2 octobre. Nous parlions à l'instant des migrants. Hier, les protestants de France ont aussi fait part de leurs inquiétudes sur le sujet. 300 dirigeants et acteurs d'associations ont été reçus à l'Élysée. Le pasteur François Claveroli a souhaité faire entendre la voix des protestants sur la situation jugée dramatique et au peu de réponses politiques au plan européen. On vous l'annonçait sur KTO, l'Église en France a pris de nouvelles mesures mardi pour lutter contre la pédophilie. Parmi elles, la création de cellules d'écoute pour les victimes dans les diocèses, ainsi qu'un site internet prochainement mis en ligne. En attendant, depuis mardi, les victimes peuvent déjà se manifester via l'adresse mail paroledevictimes@cef.fr. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de ces mesures sur notre site avec la conférence de presse de Monseigneur Pontier. Parmi les grands dossiers du moment, il y a aussi la réception de l'exhortation apostolique du pape François sur la famille. Une semaine après la publication du texte et de nombreuses réactions, le cardinal 23 est revenu sur la question du discernement sur notre antenne. Je vous le rappelle, il était le vice-président du synode sur la famille. La question, c'est précisément que le discernement, ça n'est pas de décider tout seul ce que je fais, mais c'est de le décider dans un dialogue de foi. C'est de le décider à la lumière de la parole de Dieu, c'est de le décider dans une relation où je suis interrogé, où je suis provoqué. Bon, donc c'est pas moi, j'ai ma conscience pour moi, le reste, ça m'est égal. C'est comment est-ce que ma participation à la vie de l'Église me met en situation d'interroger ma manière de vivre et de regarder ce que je peux changer. Un entretien avec Philippine de Saint-Pierre à revoir dans son intégralité sur notre site internet www.ktotv.com. Bordeaux a un nouvel évêque auxiliaire. Monseigneur Bernard Lacombe a été nommé aujourd'hui par le pape François. Il va donc travailler avec le cardinal Ricard, l'archevêque de Bordeaux. Son ordination épiscopale sera célébrée le dimanche 12 juin à 15h en la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Depuis 2011, Monseigneur Lacombe était vicaire général du diocèse de Montpellier et c'est là-bas que nous l'avons rencontré en début d'après-midi après l'annonce officielle de sa nomination. La surprise d'abord, parce que je pensais continuer ma mission ici à Montpellier et puis on reçoit l'appel. Ce que j'ai envie de faire maintenant en arrivant à Bordeaux, c'est de faire la connaissance de tous ceux qui ne sont pour le moment qu'une liste pour moi. Et j'ai été heureux déjà d'avoir au téléphone tel ou tel prêtre, tel laïc. Mais vraiment, j'ai envie de rencontrer les prêtres, j'ai envie de rencontrer les diacres, j'ai envie de rencontrer les laïcs en mission ecclésiale pour qu'ils puissent me parler de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ont envie de faire. Et j'ai envie de servir cette communion, de permettre à des prêtres, des diacres, des laïcs en mission ecclésiale, à la fois de se retrouver et d'être aidés dans leur mission, voir leurs idées, connaître leurs soucis et permettre d'aller au-delà d'eux-mêmes, de ce qu'ils peuvent faire et surtout de ce qu'ils voudraient faire. Autre nomination, celle mardi du français Monseigneur Christophe Pierre comme nonce apostolique aux États-Unis. Après avoir représenté le Saint-Siège pendant 9 ans au Mexique, le pape l'a nommé à Washington, un poste important au sein de la diplomatie pontificale. Et puis en ce qui concerne les congrégations, lundi dernier à Saint-Gaudard, frère Thomas Joachim a été réélu prieur général de la communauté Saint-Jean pour une durée de 3 ans.
En région parisienne, le Centre pour l'initiative des jeunes, le CEPIJ, fête ses 20 ans. Créé en 1995 par la paroisse Saint-Pierre de Montrouge à Paris, la structure accueille des jeunes avec une attention particulière à ceux exclus du système scolaire ou professionnel. La proposition qui est faite, devenir acteur de sa vie en créant des projets. Un antidote contre la délinquance, Bastien en témoigne. Il vient de créer une web radio, notre journaliste Olivier François l'a rencontré. 16h03 sur Wintrack, je m'appelle Adrien, on est ensemble jusqu'à 18h et tout de suite c'est Paradise de Galaxies. Adrien vient au CEPIJ du 14e depuis 5 ans. Âgé de 23 ans et aujourd'hui DJ, il reconnaît combien ce centre d'accueil l'a aidé dans son parcours. Je suis arrivé ici en tant que jeune, j'avais rien. Ils m'ont propulsé, ils m'ont donné cette motivation que j'avais pas avant. Parce que c'est vrai qu'à un moment j'étais un peu perdu de me dire ouais je vais faire quoi, etc. Le jeune homme est aussi animateur du centre et s'occupe de former les jeunes aux techniques du son et du chant. C'est Anaïs, 16 ans, qui bénéficie aujourd'hui de cet apprentissage. Elle souhaite demander l'aide du CEPIJ pour enregistrer son album. J'avais commencé à écrire un petit peu, mais j'ai une petite panne d'inspiration. Donc je ne sais pas encore trop ce que ça va donner, mais je pense à un son un peu R&B. Un accompagnement et une pédagogie qui poussent le jeune à s'accomplir, tout en se responsabilisant. Le message, c'est surtout que nos jeunes, quelle que soit leur histoire, quelle que soit leur religion, leur passé, ils sont accueillis, ils peuvent mener des projets, avoir des responsabilités et donner un sens à leur vie. Pour le jeune, c'est je suis capable de mener un projet jusqu'au bout, je vaux quelque chose, je prends des responsabilités. Le CEPIJ ouvrira un 5e centre le 9 mai dans le 17e arrondissement de Paris. Ils avaient disparu il y a 50 ans. 2 panneaux du retable de l'église de Bouvignes en Belgique sont réapparus dans une salle de vente. C'est une information relayée par nos confrères de Catobel. Et le père Ratti, prêtre de la paroisse de Bouvignes, est désormais surnommé dans le diocèse le détective. C'est lui qui a cherché et retrouvé les panneaux dans une salle de vente en début de semaine. L'enquête de police déterminera pourquoi. Elle était sur le plateau de l'émission L'Esprit des Lettres sur KTO au printemps dernier pour présenter son livre Vincent de Paul, un saint au grand siècle, édité par Perrin. Et hier soir, avec ce livre, Marie-Joëlle Guillaume a remporté le Grand Prix catholique de littérature, décerné chaque année. Nous y étions. Les applaudissements sont destinés ce soir à Marie-Joëlle Guillaume pour son livre Vincent de Paul. Elle raconte la vie de ce grand saint qui vécut au XVIIe siècle, bien au-delà d'une simple biographie historique. Ce qui m'a frappé, c'est que c'est quelque chose qui parle aussi pour notre temps, je dirais. Il y a toujours des pauvres, des gens qui sont dans des situations difficiles. De ce point de vue, Saint Vincent de Paul montre que ce qui est important, c'est de se tourner vers les gens, qu'il faut les prendre à l'endroit où ils sont pour essayer de les aider. Ce livre nous a beaucoup inspirés. C'est quand même extraordinaire que ce petit paysan gascon soit allé jusqu'aux plus hautes sphères du royaume sans perdre une seconde et un atome de sa simplicité. Parce qu'il aurait pu être grisé quand même. Il devient le confesseur de la reine Anne d'Autriche, il est le conseiller des grands du royaume. Ça aurait pu lui tourner la tête. Et on voit très bien que ça ne lui a pas tourné une seconde, mais tout simplement parce qu'il était en union intime avec le Seigneur. Et ça, je trouve que c'est très émouvant. Et donc, si ce prix peut aider Vincent à faire davantage entendre son message encore, j'en serais très profondément heureuse. Le prix est remis et les félicitations sont prononcées. Il reste seulement à s'étonner de la grandeur réelle de la personnalité de Saint Vincent de Paul, qui en elle-même méritait le prix. On poursuit notre édition avec la chronique du Père de Verre qui nous appelle à espérer dans une société abîmée. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Ma chronique portera sur la question de l'accablement de notre société. Une société si accablée que parfois elle en est comme désespérée. Nous ne pouvons pas entendre cet accablement, enfin nous pouvons bien sûr le comprendre, mais nous avons une responsabilité, c'est de faire surgir des ouvertures. N'est-ce pas cela, être témoin de la Pâque ? Et il est vrai que le corps social, comme notre corps biologique, a besoin d'un prendre soin.
alors que nous entendons ce corps social finalement tellement enfiévré, et d'aucuns de ses membres se disent « mais ça ne va pas finir, toutes ces crises, ça ne va pas finir, tous ces scandales ?» Rassurez-vous, je ne vous demande pas, et je ne veux pas non plus voir l'actualité avec des lunettes roses. Il s'agit de la voir telle qu'elle est, et non pas malheureusement telle que nous voudrions qu'elle soit. Nous avons en revanche à faire en sorte que ce changement, pour reprendre l'expression de Gandhi, ça soit en fait cette invitation à être nous-mêmes acteurs de ce changement. Une société enfiévrée, une société accablée. Seulement, il n'y a pas que cela. Il y a tant d'hommes et de femmes qui sont en route vers des chemins à partir desquels, finalement, ils nous donnent des raisons d'espérer. C'est cela d'ailleurs, le sens d'être un témoin, d'être un prophète. Être prophète, c'est pas dire l'avenir, mais c'est se rappeler l'expression de Saint-Exupéry, faire en sorte que ce monde soit possible, donner une ouverture. Alors, rappelons-nous, finalement, ce très beau poème. Il y a toujours une fenêtre ouverte, une main qui se tend, la vie à se partager. Au cœur de ce partage, soyons les uns et les autres acteurs d'un monde nouveau, d'un monde de ressuscité. Merci Père Devers. Un coup d'œil tout de suite sur ce que vous proposent les hebdomadaires de la presse chrétienne à partir de demain. Et on commence avec Pèlerin qui propose cette semaine des clés de compréhension pour l'exhortation apostolique sur la famille. Benoît Fidelin. Oui, 8 pages dans notre numéro de cette semaine, à la fois pour une analyse un peu de ce texte et puis surtout tout un guide pour essayer de lire les extraits les plus importants, quelques réactions, un ensemble de 8 pages dans un numéro très riche de Pèlerin qui traite aussi de la vie des gens de nous tous, avec tout un débat sur les compteurs EDF Linky. Voilà. Merci Benoît. France catholique revient également sur l'exhortation apostolique « La joie de l'amour », cette fois-ci avec le regard de l'archevêque de Vienne, le cardinal Schönborn, qui a sorti un livre pour présenter à Maurice Laetitia. L'hebdomadaire propose aussi un entretien avec l'architecte catholique Jean-Marie Dutilleul sur la signification de l'espace liturgique. Pour famille chrétienne, à Maurice Laetitia est une balise pour les familles, extraits et réactions sur l'exhortation apostolique cette semaine. Et puis retour sur l'affluence record pour l'ostension de la Sainte Tunique à Argenteuil, qui s'est achevée le 10 avril. De son côté, l'hebdomadaire protestant Réforme parle de l'exhortation apostolique sur la famille comme un appel compromis au sens noble du terme. À noter également un dossier sur la prostitution avec les vertus de la nouvelle loi qui pénalise les clients. Et on termine avec La Vie qui fait sa une sur les villes vertes qui devraient changer le monde selon des municipalités, des ONG ou encore des architectes. Et puis dans son éditorial, Jean-Pierre Denis revient sur l'action du pape François avant son voyage à Lesbos. Pour Jean-Pierre Denis, ce qui gêne, c'est la figure d'un pape qui bouscule les repères et invite les catholiques à accepter des risques. Voilà pour votre revue de presse, on retrouve tout de suite nos invités. Au cours de la contestation de la loi sur le travail El Khomri est né le mouvement Nuit debout. Pour ses organisateurs, l'objectif est de s'approprier l'espace public et réfléchir sur l'avenir de notre société. Un mode d'action qui nous fait penser à celui des veilleurs nés dans le sillage de la Manif pour tous. Alors cette nouvelle façon de se mobiliser, on en parle avec vous, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame, et avec vous, Benoît Fidelin de Pèlerin. Alors pour commencer sur ce mouvement Nuit debout, comment est-ce que vous l'observez? On va commencer avec vous, Benoît, parce que je crois que vous avez fait un reportage à Nantes sur le sujet. Oui, on a une de nos journalistes qui est partie passer la nuit à Nantes, de samedi à dimanche dernier, qui c'est une rubrique immersion de Pèlerin qui s'appelle Covadis, où vas-tu? Chaque semaine, on va en immersion avec dans des réalités économiques, sociales, politiques, religieuses. Et là, donc toute une nuit. Et donc, c'est très intéressant de voir le foisonnement qu'il y a dedans, mais aussi l'entre-soi sociologique qu'il y a, les limites qu'il y a aussi à ce mouvement dont notre reporter dit qu'il est fédérateur parce que très flou, avec naturellement des gens très politisés à l'intérieur, mais qui avancent cachés. Voilà. Louis, est-ce que vous aussi, vous avez observé un entre-soi sociologique, comme le disait Benoît, dans ce mouvement ?
Alors c'est vrai qu'il porte une certaine signature, ce mouvement qui est quand même celle de la gauche, voire de l'ultra-gauche. Ça, je pense que c'est indéniable. D'ailleurs, si on devait faire une différence avec les veilleurs, moi je ne la fais pas de cet ordre-là, elle est de cet ordre-là. Mais je soulignerais le décalage médiatique qu'il y a chaque fois. Pour nous, je trouve que c'est une leçon médiatique. Vous voyez, la Sainte Tunique d'Argenteuil, 230 000 personnes. Dans les médias, combien? Dans les médias audiovisuels, j'ai quasiment rien vu. Pas beaucoup. Les veilleurs, phénomène intéressant, mais les grands médias ne sont pas passés à côté. Mais on peut dire que, je dirais, il y a deux réalités. Il y a ceux qui font beaucoup avec peu, c'est nous, et puis ceux qui font peu avec beaucoup de soutien médiatique. Et pour moi, Nuit debout, c'est d'abord du soutien médiatique. Il y a un soutien médiatique très important à ce type de manifestation, dont je ne conteste pas la pertinence. Moi, ce qui m'amuse, ça a été un peu la réaction à la fois du Front National et du Parti communiste. Parce que le Parti communiste a applaudi, a dit c'est fantastique, tout en décriant le maire de Paris, Anne Hidalgo, parce que vous savez qu'il y a des débats à la mairie de Paris depuis le 2 avril, la nuit des débats. Et finalement, le PC a dit, mais attendez, le débat, c'est vraiment place de la République que ça se passe. Donc Anne Hidalgo s'est fait torpiller en quelque sorte. Puis de côté, le FN se fait torpiller aussi la mairie de Paris en disant, mais attendez, au moment de la manif pour tous, vous avez été plus sourcilleux avec le Champ de Mars, la pelouse du Champ de Mars, qu'avec la place de la République aujourd'hui. On voit que le maire de Paris aujourd'hui est pris entre ces deux feux, celui de l'applaudissement et celui de la dissolution. Moi, je dirais que c'est un mouvement qui, sans les médias, je ne sais pas ce qu'il aurait donné. Et avec les médias, je ne sais pas trop quel autre sens lui donner que celui d'un spectacle qui, à mon avis, n'est pas du tout révolutionnaire. Moi, je crois que c'est vrai qu'il y a un fort écho médiatique, sûrement plus que ce qui s'est passé à Argenteuil, vous avez raison de le dire. Cependant, il y a une certaine légitimité, je dirais, pas sur l'action politique, mais sur une espèce de révolte. Comment, enfin, la jeunesse ne serait pas un peu révoltée en France? On vit dans un pays qui est en chômage de masse depuis 40 ans. Dans un pays où la crise du logement, Bernard Devers vient de s'exprimer, il en connaît un rayon, est absolument terrible et bouche l'avenir de nombreux gens. Moi, j'ai 3 garçons qui habitent Paris, c'est très très difficile de trouver un logement. Quand on voit aussi le discrédit du politique dans une société comme la France, un entre-soi du politique et ses problèmes du logement, du chômage, le discrédit aussi, un pouvoir aux abois complètement. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait une insatisfaction. Le vrai problème, c'est que là où il y a, et Gauthier Besse le disait, je crois, dans une interview de La Vie 1, d'accord, avec les veilleurs, c'est un mouvement antilibéral. Autant les veilleurs étaient un mouvement antilibéral au niveau social, celui-là au niveau économique. Et là, je ne pense pas que ce soit la bonne raison, une bonne raison. Au contraire, pour relancer notre économie et puis pour offrir du travail, y compris du travail en CDI, il faut plus de liberté. Ceci étant dit, vous vouliez ajouter quelque chose, oui ? Non, il y a le côté un peu zadiste, transformer la place de la République en Notre-Dame-des-Landes. Ça, on a pu le dire sur notre antenne. On a parlé de l'aspect insurrectionnel, par exemple. Est-ce que c'est vraiment une insurrection? Est-ce que ça préjuge d'une insurrection? Prenant, je ne sais pas moi, Gandhi ou Mao, est-ce que c'est un incubateur, un bouillonnement intellectuel qui va aboutir sur autre chose? Ça, c'est vrai que c'est trop tôt pour le dire. On peut s'interroger là-dessus, sachant que c'est vrai que dans le temps, si on regarde les mouvements qui ont réellement modifié la politique, et le cours des choses, parfois, ça a pris énormément de temps. Mais ce qu'on a pu dire aussi sur notre antenne, c'est qu'il y avait très souvent, c'est pour ça que je disais que ce n'était pas révolutionnaire, c'est que c'est souvent une démarche extrêmement sacrificielle, c'est une tournure qui avait été employée, sacrificielle et ascétique, c'est-à-dire que les personnes qui veulent vraiment faire la révolution, ils sont dans une démarche quasiment religieuse. Et ils vont emmener avec leur charisme, là je ne vois pas de leader charismatique, ils vont emmener et pouvoir subvertir l'ordre social par leur charisme. Je ne vois pas cette dimension-là aujourd'hui dans ce rassemblement, dont je ne suis pas sûr qu'ils ne réunissent pas des gens qui soient déjà assez privilégiés. Je ne suis pas sûr. En plus, c'est très différent. Voilà. Aujourd'hui en France, sur le marché politique, c'est quand même le FN qui a la fonction de contestation suprême. Je ne vois pas très bien quel créneau ils peuvent aujourd'hui avoir dans cette fonction de contestation du système. Mais bon, peut-être que c'est trop tôt pour le dire. C'est un mouvement qui, c'est vrai, alors là, c'est privilégié, beaucoup de jeunes qui ont fait des études, qui sont dans des impasses après avoir fait des études supérieures, on en trouve beaucoup. Il y a aussi, c'est pas toute la jeunesse, il y a une part de la jeunesse, il suffit d'aller dans les régions rurales et tout, il y a une part de la jeunesse française qui vit bien, qui trouve du travail, notamment dans le monde des artisans, moi que je connais bien, donc c'est pas toute la jeunesse. Mais il y a quand même un phénomène que je dirais d'essayer, qui est très fort aujourd'hui, qui est de penser de ne pas
compter sur les politiques pour essayer de changer les choses, de changer la vie. Et là, je fais un parallèle avec ce qui se passe après le film Demain. À Pellerin, on a été partenaire d'une initiative menée par des chrétiens dans les Flandres, dans le Nord, pour essayer finalement sur la transition écologique, la transition énergétique, la santé, de se retrouver tout simplement autour du film Demain. Ils pensaient avoir 300 personnes, ils ont été 1000, dont beaucoup de cathos. Nous, on était partenaires, on a diffusé des journaux pour se faire connaître, voilà, puis on était en harmonie avec plein de gens. Et là, c'est cette idée quand même assez positive, c'est de dire un certain nombre de choses viendront aussi de l'aspiration, j'aime pas dire la base parce que c'est un beau terme, mais de gens qui sont en mouvement et qui, par leur action, préfigurent des solutions. Alors, ça n'empêche qu'on reste dans une démocratie parlementaire avec un besoin de parti politique. Mais là, il y a quelque chose d'une société aussi qui se met en action. Ça, c'est le bon côté des choses. Alors justement, qu'est-ce que ça nous dit, cette inaction des politiques face à ces diverses revendications, qu'elles soient chez les veilleurs ou chez Nuit debout? Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'il n'y a pas un manque, du coup, d'écoute chez les politiques? Ah oui, vous avez raison, parce qu'on peut très bien dire qu'il y a un effet d'entonnoir des partis politiques. Si vous ne pouvez pas, aujourd'hui, faire sans les partis politiques. Et pourtant, on voit bien que l'offre paraît dérisoire, qu'elle devient même insupportable au regard des aspects que vous avez soulignés, Benoît, le chômage de masse, qu'aujourd'hui on est dans une impuissance complète. Mais je dirais que ce type de manifestation souligne même aussi une forme d'impuissance à pouvoir changer les partis politiques de l'intérieur. Parce que si on pouvait changer les partis politiques de l'intérieur, on n'aurait pas de ce type de phénomène. Et donc il y a une fermeture du politique sur lui-même qui cadenasse les niveaux de décision qui est fantastique, qui est prodigieuse, sachant qu'on voit bien que les primaires montrent bien qu'ils sont obligés d'élargir leur base parce qu'ils ont une légitimité qui est de l'ordre de, je ne dis pas du néant, mais enfin qui est dérisoire. Moi, ce qui me fascine toujours, j'ai pu le dire déjà à plusieurs reprises, ce qui me fascine toujours, c'est la capacité d'une minorité organisée à pouvoir diviser la masse et à pouvoir vaincre le nombre. Là, même s'ils ne sont pas forcément très nombreux, c'est toujours cette logique, je suis dedans et j'arrive à vaincre le nombre. Est-ce que ce type de mouvement peut préfigurer un changement ? Pourquoi pas ? Il nous reste très peu de temps. Un dernier mot pour conclure, Benoît. Oui, mais je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Louis, mais le politique vit en vase clos, il est hors sol, il est en partie hors sol parce qu'on n'a pas su avoir un personnel politique qui est à l'image de la société française. Voilà, c'est ça, c'est un vrai problème. Et on sait ce qu'il faut faire, hein. Il y a 8 mesures à prendre, on sait lesquelles, hein, pour régénérer complètement le personnel politique. Mais je pense que c'est aussi un problème profondément avec la gauche. Hein. C'est que la plupart des gens qui sont là, c'est des déçus du discours du Bourget, quoi. Un discours, c'est d'un discours de 2 années de pouvoir, on a fait croire qu'on allait changer la réalité alors que la réalité appelait à prendre des mesures que ce gouvernement a pris très tardivement, et donc il y a eu c'est d'abord et avant tout une désillusion par rapport à François Hollande qui s'exprime par des gens de gauche dans ce mouvement. Merci beaucoup Benoît, merci Louis d'avoir partagé votre regard sur l'actualité et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.